Bonjour, je m'appelle Sidik, je suis, entrepreneur, je gère quelques sociétés, je suis spécialisé dans tout ce qui dit développement, un petit peu, sécurité, enfin pas mal sécurité et tout. J'ai mon futur stagiaire, je crois qu'il est quelque part par là, donc voilà, Rewan. Et j'avais pris des stagiaires, des alternants un petit peu de l'ESIWA, de l'IUT un peu avant et je me spécialise un petit peu dans la partie hardware, même au niveau logiciel aussi et bon ça, on a commencé, hein? On vient de voir. Ouais, t'inquiète. Et donc, ce que je veux essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est on va pas essayer de regarder toute la partie, théorie. Ah, on va faire ça, on va faire des scans et cetera, il faut mettre gouvernance et cetera. Je pense que vous en avez beaucoup vu, vous en verrez beaucoup. On va essayer de rentrer vraiment dans la pratique au niveau de la partie, comment extraire le firmware d'une cible. Là, par exemple, j'ai cette cible qui est un petit board, c'est un petit je sais plus si c'est un ATM ou un ARM32. Bon, c'est un petit processeur c'est un board dont on ne connaît pas les spécifications. On n'en sait rien. Ça peut être ma console, Nintendo Switch, ça peut être ma PS5, ça peut être une voiture connectée, ça peut être un IoT et on va essayer d'extraire ça. Une des méthodologies les plus intéressantes, c'est d'utiliser, le FPGA. Le FPGA, c'est ça. Ça, c'est un FPGA, c'est, une board ARTI qui contient un FPGA avec un clock, système d'horloge à 100 MHz. Alors, excusez-moi, s'il y a des moments où vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions au milieu. Il n'y a pas besoin d'attendre à la fin parce que sinon, il y a beaucoup d'informations. Il y a si des choses qui sont complexes, n'hésitez pas à me poser la question. Donc, comment utiliser les FPGA pour essayer d'extraire les données? Qui a déjà touché à des FPGA? Ah, t'as erré un petit peu? Ouais. Arduino? Ouais, Arduino, c'est pas FPGA réellement. Arduino, c'est déjà des processeurs. Alors, le comparatif par rapport à des FPGA, on va y arriver. Euh, je fais un petit peu dans le désordre les slides parce que, comme j'avais prévu un peu plus long, j'essaye de tout réduire, comme on discutait avec Tahiri, donc on va voir comment on peut mettre tout ça en place. Les Arduino, les Raspberry Pi, etc., ce sont des systèmes qui ont déjà leurs OS, qui ont déjà un microcode à l'intérieur. Le FPGA, c'est un processeur que vous allez créer. Vous allez créer un processeur comme ARM, comme x86, mais qui soit adapté à vos besoins avec une précision qui va dépasser les Teensy, qui va dépasser les Raspberry Pi, les Arduino, etc. Et vous allez construire ce processeur pour l'adapter à votre cible spécifiquement. Donc, donc la précision, on la voit directement sur ce schéma-là. On est vraiment, vraiment au niveau des nanosecondes. On est quasiment exact dans la précision de ce qu'on veut avoir. Mais comment ça fonctionne en fin de compte un FPGA? C'est quoi un FPGA? En gros, on va commencer par la base. Qui connaît un peu ça? Tout le monde? Ah ouais, tout le monde, obligé, hein? Ouais. Alors, si vous avez... Donc, on va repasser rapidement. Donc, les portes et les portes logiques OU et les portes XOR. On sait que et ne font... on aura un que si les deux côtés sont à 1. Un OR si au moins un côté est à 1. Et le XOR, si un côté est à 1, on aura 1. Sinon, on aura 0 dans tous les cas. En quoi ça peut nous aider, cette partie-là, pour la FPGA? On a dit qu'on allait construire un processeur. Donc, un processeur, c'est construit à base de transistors avec des systèmes de logique, des portes logiques. Qui sait comment faire un additionneur de 1 bit avec juste ça? Ah, vas-y, je t'en prie. Alors, je vais t'aider un petit peu. Hein. Quand on additionne 2 bits, ça fait quoi? 0 et 0, ça fait... Voilà. Qu'est-ce qui se rapproche le plus de ça, là? Ouais. Presque pour le 1-1, voilà. Voilà, retenue. C'est la retenue qu'on appelle ça. Exactement. Donc, on peut simplement faire un additionneur on fait une addition de bits avec simplement un XOR et un AND. Donc, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. C'est dans ce principe-là, on peut utiliser les portes logiques dans un FPGA pour faire ce qu'on veut, c'est-à-dire additionneur, soustraction, multiplication et division un peu spéciale, mais il y a des méthodologies. Et donc, on va utiliser tout ça, tous ces systèmes-là pour pouvoir
réaliser un processeur avec ce qu'on veut. Je vais vous expliquer un peu dans les détails. Je présente encore une autre partie, c'est les flip-flops et les multiplexeurs. Qui connaît c'est quoi les multiplexeurs, les flip-flops? Non? Alors, multiplexeur et flip-flop, c'est de base, hein, c'est un système où on va orienter un signal en fonction de son entrée. Multiplexeur, on va choisir A ou B en fonction, Y va sortir A ou B. Sinon, un flip-flop, c'est un registre qui va stocker un bit en fonction de la fréquence d'horloge du système. Ça ne vous dit rien du tout pour l'instant, mais on va essayer de comprendre un petit peu plus tard ce que ça veut dire. Un FPGA, du coup, contient tout ça. Des LUT, des FF, des MUX. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'expliquer un petit peu. On va avoir des cellules, des cells en anglais, dans lesquelles on va stocker une certaine structure de flip-flop, de XOR, de porte logique pour générer notre processeur. Donc, on a un espace défini. On va essayer de rentrer là-dedans, dans ce cas précis-là. Les machines à état fini. Donc, ça, c'est l'autre partie des FPGA. Quand on crée un FPGA, quand on crée un processeur, on doit comprendre le principe des FSM, des Finite State Machine. C'est-à-dire, le processeur, il doit être dans un état inactif. On peut le resetter, c'est-à-dire remettre à zéro. Et ensuite, on applique un certain nombre de règles pour arriver à un résultat. Ça ne vous dit pas grand-chose encore pour l'instant, mais par la suite, ça va vous dire quelque chose. On va simplement aller plus loin et on va essayer de réaliser directement un exemple concret. Je m'assois. Alors, Vivado, c'est un outil qui est développé par AMD. Enfin, AMD a racheté, mais voilà. Donc, Vivado, c'est un système qui vous permet de pouvoir réaliser votre système de code dans le FPGA. En sachant qu'il n'y a pas que Vivado, il y a Intel qui a son système aussi. Et donc là, on va se focaliser que sur Vivado. On va essayer de comprendre un petit peu le principe de base d'un projet de ce genre. On va créer un projet. Bon, je l'ai déjà créé. Donc, on a un projet. On va définir un système de codage. On a plusieurs systèmes de langage qu'on peut utiliser dans Vivado pour pouvoir coder les FPGA. On peut le faire graphiquement. Mais on va être, comme vous êtes des ingénieurs, on va aller un peu plus loin. On va essayer de rester dans le code. Est-ce que ça dit à quelqu'un quelque chose, ce truc-là? Du tout? Rien du tout? Personne n'a déjà vu du Verilog? Ça, c'est ce qu'on appelle du Verilog. C'est le langage de description des processeurs qui nous permettent de pouvoir créer un processeur. Mais vraiment un processeur. Là, on parle de trucs de systèmes assez avancés. Hein. Tahiri m'a demandé de vous perdre. J'essaie de vous perdre, mais pas trop perdre non plus, mais d'aller un peu plus loin. Vous en verrez pas. Il n'y a pas de formation spécifique dans ce domaine-là ici. Donc, j'essaie de vous expliquer vraiment à un niveau pour que vous puissiez comprendre. Qui sait c'est quoi un UART? Vas-y, explique-nous. Très bien. C'est un système de communication. Voilà. Parfait. Un système de communication. Un UART, c'est un système de communication série. Il y en a sur quasiment tous les périphériques. Par exemple, sur une console de jeu, vous allez avoir un UART. Ça peut être aussi appelé un JTAG, ça peut être aussi appelé un SPI. Peu importe comment vous l'appelez, il y a un système de communication. L'UART, c'est un exemple de système de communication qui fonctionne comment? Vous avez un fil qui sort du truc qui s'appelle RX, réception, un fil qui s'appelle TX, envoi de données. Ensuite, il y a un système de dispatcher de clock qui permet de mettre en système une régulation au niveau horloge, un système d'horloge qui permet de pouvoir cadencer les données, d'accord, échantillonner les données. Pourquoi je vous explique ça? C'est que toutes les cibles, par exemple cette cible-là, elle a un UART. Les UART sont bien décrits, sont bien documentés. Et alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'on va essayer de carrément créer un système de communication série. On va coder carrément un système de communication série en utilisant les portes logiques, en utilisant les FSM, les Finite State Machine. Et à partir de là, vous pourrez prendre un fil sur votre carte, le brancher sur la cible. Là, c'est le cas. Hein. On peut brancher directement ça et on le branche sur la cible. Et on arrive à communiquer avec la cible directement, avec notre système d'horloge interne. Je fais un petit aparté sur cette partie système d'horloge. Les systèmes d'horloge, en fait, tous les processeurs, tous les ordinateurs, tous les matériels, enfin, toutes les... Excuse-moi.
J'y arrive juste après. Toutes les cibles, tous les matériels ont un système d'horloge. Il y en a qui tournent à 100 MHz, il y en a qui tournent à 10 MHz, il y en a qui tournent à 5 MHz ou 1 kHz. Peu importe, il y a toujours un système d'horloge cadencé qui fonctionne sur chaque cible. Quand notre matériel il fait 100 MHz ici, le FPGA, l'avantage, c'est qu'on peut le réguler pour créer des systèmes d'horloge plus rapides ou plus lents pour se cadencer sur le système cible. On a une horloge de 100, on peut la dériver en 200, en 100, en 50, etc. Qui sait c'est quoi la durée en nanosecondes d'un 100 MHz? Et les ingénieurs là 10 nanosecondes, ça se calcule très bien. 10 nanosecondes, un système d'horloge, c'est... on va essayer de retrouver ça. Un système d'horloge, c'est ça. C'est qu'on a le clock en haut, ce qui est en jaune là. On a 5 nanosecondes où c'est en haut, 5 nanosecondes où c'est en bas, 5 nanosecondes en haut, 5 nanosecondes en bas. Ça, c'est le heartbeat, c'est le battement de cœur de la cible. C'est notre battement de cœur, c'est tout, même votre ordinateur, les laptops qui sont là, tout ça, ils ont un système de processeur qui a à 4,5 GHz. C'est un battement de cœur. Donc, il y a un nombre d'instructions qui sont exécutées dans cette partie-là. Pour répondre à ta question, ce que tu vois là, c'est un code... comment tu t'appelles? Sylvain. Ce que vous voyez là, en fait, c'est un code... C'est pas un code du style C ou Python ou quoi que ce soit. Ça va être transformé en des structures logiques. Ce code-là va vous permettre de pouvoir créer un processeur, une structure logique qui va vous permettre de créer un processeur. Un exemple ici. On a ici cette partie-là, c'est un UART. On a le TX et le RX. On a codé un TX et un RX. Vous avez compris le RX et le TX ou pas? RX, c'est pour la réception des données. TX, c'est pour l'envoi des données. En sachant que on doit essayer de comprendre comment fonctionne le TX, comment fonctionne le RX. Quand on envoie des données, on envoie toujours des bits. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. À partir de là, on doit pouvoir construire une chaîne de caractères en hexadécimal. Et pour construire cette chaîne de caractères hexadécimal, on doit connaître la vitesse par rapport à notre vitesse de processeur. On doit pouvoir garantir que l'échantillonnage se fait correctement, qu'on puisse, par rapport à notre cycle d'horloge de 100 MHz, pouvoir construire des données qui soient compréhensibles depuis notre cible jusqu'à chez nous. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu juste pour un principe de base. N'hésitez pas à me couper si vous ne comprenez pas. On a un module, par exemple, qui s'appelle RX, qui permet de recevoir des données. En entrée, on a le clock, qui est de 100 MHz chez nous. On a un reset parce qu'on va toujours resetter les données. On a un fil qui s'appelle data in, qui va correspondre à la donnée, aux bits qui vont arriver. 1, 0, 1, 0, peu importe. Et ensuite, on va sortir à 8 bits. De 7 à 0, c'est-à-dire de 0 à 7, on a 8 bits qui correspond à un octet. Donc, ce système-là va prendre des bits avec un clock. Il va essayer de réguler ça. Il va dire, ah, voilà, moi, j'ai reçu ça et je sors ça. Et là, on a un FSM qui est simple, un système machine qui va nous dire, on est au départ, on est tranquille. On dort. Ah, il y a pas de, tout d'un coup, il y a une donnée. Donc là, on va essayer de récupérer les bits. On va compter le nombre de bits. On va passer à l'étape suivante. Maintenant qu'on est plein, que le système est plein, on va sortir, on a les 8 bits, on va sortir les résultats. Et une fois qu'on a les résultats, on va sortir les résultats, on va dire c'est bon, tout est fait, et on repart au début, on attend. Et ainsi de suite. C'est tout simple, tout bête, mais là, on a créé un système qui nous permet de pouvoir recevoir des données. Même principe pour l'envoi des données. Si on veut envoyer des données, on lui envoie un octet, 8 bits, et on va lui sortir les données en bits. Donc, à partir de là, on va analyser notre octet. On va commencer dans une state machine à récupérer les données. On va la décomposer en petites parties en fonction de la fréquence du système. On va retirer les bits au fur et à mesure. Il y a un roulement de bits. Là, je ne vous demande pas de comprendre le code. Ce n'est pas l'objectif. Une fois qu'on a l'ensemble des bits, au fur et à mesure, on va sortir les bits au fur et à mesure pour que ce système puisse recevoir les bits. Comment ça fonctionne correctement? À chaque fois, on est sur un système qui fonctionne avec les fréquences d'horloge. À chaque fréquence d'horloge, il y a une exécution, un bloc d'instruction qui est exécuté. Oui, vas-y. Alors, dans ce cas précis, on a une définition. C'est une bonne question. Ici, on va utiliser le système clock qui est de 100 MHz et on va passer sur la fréquence de 115 200 qui est le standard en général des cibles. On a 9600, 115 200.
Moi, j'en ai vu à 1 million de bits. Il y en a. Ça dépend de la cible. À vous de tester. Comment savoir? C'est une bonne question. Comment savoir à quelle fréquence tourne la cible quand on étudie une cible qu'on ne connaît pas? Pardon? Ouais. Et si on n'a pas la datasheet, si la datasheet est sous NDA, Non-Disclosure Agreement, qu'on n'a pas les informations, par exemple, je sais pas moi. Aujourd'hui, il y a des smart meters, des trucs qu'on n'a pas le droit de toucher ou autre. Enfin, si pour la recherche, oui, mais on n'a pas de documentation, rien, tout est sous contrôle comme on fait. Ou la console. C'est bien, hein. Avec. Mhm. C'est un bon point. Tu utilises quoi comme matériel? Très bien. Il y a l'oscilloscope qui permet de voir la fréquence des clocks, en sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de voir les clocks pour un UART, parce qu'il n'y a pas de clock qui sort. C'est vraiment de l'échantillonnage. Donc, dans ce cas précis, oui, on peut utiliser ça pour un processeur, pour savoir à quelle fréquence il tourne. On peut aussi étudier la board au microscope. On voit s'il y a des petites des oscillateurs, là, des quartz dessus. On regarde la vitesse, on essaye de faire du reverse engineering sur des boards directement. On fait des photos, on zoome, on essaye de retrouver les datasheets des petits matériaux, on essaye de vérifier avec des oscilloscopes. Et on peut aller encore plus loin, il y a des analyseurs logiques qui ne coûtent pas grand-chose, hein, 10-12 $ sur AliExpress ou même 20 $, qui fonctionnent très bien. On les connecte directement sur les pins correspondantes qu'on a détectées UART, TX et RX, et on lui dit de tester toutes les fréquences possibles, jusqu'à ce qu'il sorte des données qui soient cohérentes. Parce qu'il va vous analyser, il sait que c'est du UART, il va vous sortir les données, tout simplement. Donc à partir de là, on a une idée de la fréquence 115 200, 9600, donc on va concevoir notre processeur dans ce sens. Je regarde juste le timing. Bon, on va pas passer sur les démos, mais on va faire directement plus complexe. Ouais. Alors, c'est pas un langage, c'est un protocole de communication. Alors, l'analyseur logique, ce qui est intéressant, c'est que quand on a trouvé des points, hein, d'entrée sur la carte, on va se connecter dessus et on va essayer de tester tout avec toutes les possibilités. Ça peut être SPI, UART, UART, ça peut être JTAG, ça peut être... Ben, de toute façon, même sur l'oscilloscope, vous aurez des données, mais qui ne seront pas compréhensibles réellement. C'est pour ça qu'on a plus l'analyseur logique. L'oscilloscope va vous montrer sur une durée des oscillations, mais ça dépend de l'oscilloscope. Si c'est un oscilloscope AliExpress à 10 $ ou 15 $, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais par contre, l'analyseur logique fera ce que l'oscilloscope ne fera pas. On va aller plus loin. Après, il y a du matériel beaucoup plus élevé, beaucoup plus onéreux, mais je pense que ça peut être intéressant d'investir ici, par exemple, pour voir un petit peu. Mais il y a du matériel comme Salae qui font des analyseurs logiques avec beaucoup de canaux, et ça permet de tester genre beaucoup de canaux à la fois. Oui? Ben, le reset sert à ça. Si je mets en protection, on redémarre, on reset, on recommence et on recommence. Mais on va arriver à cette partie-là, la protection, là, justement. Si j'essaye d'aller un peu vite, mais au moins, on va voir. Donc là, ce que ce processeur fait, il y a d'autres questions sur cette partie-là ou pour l'instant on avance? Ouais. Donc là, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est on a notre processeur ici qui va prendre une ligne RX, une ligne TX, c'est-à-dire qu'on va prendre ces fils-là, on va les brancher là-dessus, on va alimenter la carte et on va écouter ce qui se passe. On va instancier notre RX, notre TX, on va les connecter. Avec ce code-là, c'est comme si on connectait des fils ensemble et on renvoie simplement les données qui arrivent sur la carte, on les renvoie sur cette carte-là et sur notre système. Et on fait juste un écho. Quand on écrit A, ça nous renvoie A. Quand on fait B, ça nous envoie B. J'aurais bien aimé faire la démo, mais après, on n'aura pas le temps. Mais bon, par contre, cet après-midi, je suis disponible. S'il y a besoin, j'ai tout ça. On pourra faire les démonstrations, etc. pour voir ceux qui veulent tester. Donc, on va ouvrir un autre projet maintenant. Passefro. On va ouvrir le gros projet. Donc là, on était là. Donc on a vu les FSM, on a vu comment
comment fonctionne le projet sous Vivado. Ça peut être dans un autre utilitaire. Il y a des versions open source de systèmes de produits. On a vu le module UART de réception, etc. Maintenant, on va plus loin. Comment hacker une cible? D'accord? On a plusieurs façons de le faire. Soit on va essayer de créer une faute. On va essayer de créer une faute dans la cible. Pour créer une faute dans la cible, pour pouvoir extraire le firmware, il faut que la cible soit protégée. Cette cible-là, elle est protégée. Elle est protégée comment? C'est-à-dire qu'elle a un firmware à l'intérieur. Quand on essaie de se connecter en UART, on lui demande « Donne-moi ton microcode ». Il va te dire « Non, je ne te donne pas mon microcode ». Vous allez vous connecter sur la Nintendo Switch. « Donne-moi ton microcode ». La Nintendo Switch va dire case prison direct. Ou pareil pour la PS5, pareil pour les cibles IoT ou la voiture, la Tesla. Vous essayez de hacker la Tesla, vous vous connectez dessus, ça va se mettre en bypass. C'est ce que tu posais comme question. Je ne sais plus, ton prénom, c'était Loïc. Voilà, donc toi, tu demandais comment ça se passe quand il se met en bypass. Il va se mettre en bypass, donc impossible. Dans tout matériel, il y a 2 systèmes de reset. C'est quoi les 2 systèmes de reset que vous connaissez? Ça, c'est... Oui, mais on va rester sur le hardware. Reset processeur. C'est ça, c'est le reset, la pin de reset. Et l'autre, la plus évidente. On débranche, on rebranche. OK. Donc, c'est le principe de base. C'est on débranche, on rebranche. D'accord? Comment on va faire pour attaquer ce processeur-là? Ce système-là pour lui dire, même si je n'ai pas le droit d'avoir les firmware, je vais extraire les firmware. On va utiliser le principe des finite state machines. D'accord? On a une architecture ici. On a notre hot. Voilà, on a notre hot avec un script Python qui va demander, qui va communiquer via l'UART qu'on a créé avec le processeur, qui va lui dire bonjour. Lui va dire bonjour, je veux le code. Il va dire non, tu n'as pas le droit d'avoir le code. Ensuite, on a dans le FPGA, on a codé un UART ici, et on doit essayer de mettre en place un certain nombre d'autres modules qui sont toujours des FSM, des modules comme l'UART. On va lui dire, selon ce que répond le processeur, selon un timing très précis qu'on aura défini, envoie une pulsation électrique dans le système. Et quand tu envoies cette pulsation électrique dans le système, regarde le résultat. Est-ce que le résultat est toujours non ou incohérent ou c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire le firmware. À partir de là, tu me testes tous les timings avec le Python. Tu incrémentes de 1, de 2, de 3. Tu attends genre 1 microseconde, 1 nanoseconde, 5 nanosecondes, 10 nanosecondes. Entre le moment où tu lui dis bonjour et au moment où tu lui demandes donne-moi le code, il va essayer de vérifier dans son système est-ce que tu as le droit d'avoir le code ou pas. Donc, il y a un système de code à l'intérieur du processeur qui dit est-ce que le client, est-ce que l'utilisateur a le droit d'avoir le code ou pas. Au moment où il va se poser la question, ce processeur-là, tu vas lui envoyer une pulsation électromagnétique ou une pulsation électrique ou une pulsation clock pour faire sauter cette instruction-là, pour que cette instruction ne soit pas exécutée, et qu'ensuite ils disent « Ok, tu as le droit, voici le firmware ». Ça, c'est le principe de base de toutes les attaques hardware. Tout fonctionne comme ça. Il faut juste trouver le bon timing, la bonne durée où il faut envoyer la pulsation, pour ensuite, et de tout ça, il faut rassembler tout ça dans un système pour pouvoir essayer de récupérer les résultats. Donc, il faut arriver à la précision, d'où le FPGA, connaître le protocole, comprendre le protocole, donc la documentation, tester un petit peu avec l'analyseur logique pour essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne, et ensuite analyser le résultat. Mais vous n'allez pas tester tous les timings à la main. Donc, le script Python est là pour ça. Il va analyser les résultats, il va tourner pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça, c'est pas mon hack. Ça, c'est un hack que j'ai suivi. J'avais suivi une formation à Montréal d'un gars qui s'appelle Dimitri Nedosparov. C'était un Allemand qui avait fait une formation sur 5 jours et qui expliquait comment mettre en place tout ce système-là, comment hacker ça. Donc, c'était assez intéressant et franchement, ça ouvre des portes. Moi, je vous conseille de faire des formations à l'extérieur si vous avez la possibilité de. Et donc, là, vous allez pouvoir mettre en place tous les modules et pouvoir analyser ça. Ce qu'on va faire maintenant pendant les 10 prochaines minutes, on a un petit peu de temps encore, voilà. On va essayer de comprendre la structure du projet en FPGA, en Python, et comment accéder aux résultats du processeur. OK? Oui.
Ouais. Éviter le sautage de l'instruction. Oui, non, parce que même si tu mets à part, bon, on va attaquer le truc à part. Oui, mais du coup, si on attaque le RTC à phare, on sera plus sur la même cloque et donc on n'aura plus la communication. C'est possible aussi parce que de toute façon, un, un processeur il y a un fil quelque part qui sort qui va vers le RTC. Donc ce fil-là, tu peux le hacker. Un truc tout bête. Je vais vous montrer ça. Euh, bon, on va pas avoir de loin, hein, mais on a le circuit, il y a des fils, il y a des tracés. Il y a des gens qui vont tout simplement gratter le cuivre et se mettre directement sur le cuivre. Donc sur le circuit. Donc c'est possible. C'est ce que j'ai fait moi. Là, j'ai soudé 2 fils sur le cuivre directement, hein. Donc tu grattes le cuivre, tu mets ton fil et c'est bon. C'est aussi simple. C'est un bus de données, c'est-à-dire un bus. Le bus, quand il traverse sur la route, si tu te mets en plein milieu, bah, tu peux arrêter le bus. C'est pas le principe, tu peux récupérer ce qui se passe. Tu mets une caméra sur la route, tu vois ce qui se passe. Donc, même principe. Et voilà. Mais c'est ce qu'il faut faire en fait. On peut essayer Par contre, il y a des systèmes de protection pour répondre à ta question. Il y a des systèmes de contre-mesures, on allait en parler à la fin, mais je vais essayer de parler rapidement de ça. On va mettre en place des données aléatoires. On va fournir des clocks aléatoires. On va te dire, ah ben, tu envoies une pulsation électromagnétique ou électrique. La personne croit que ça a fonctionné, mais non, ça n'a pas fonctionné parce que ça a donné un résultat aléatoire. Parce que le système, il a des PLL, c'est des systèmes dans les processeurs qui sont intégrés qui permettent de pouvoir contrecarrer ces pulsations électromagnétiques ou autres. Mais il y a toujours moyen de. Toujours. Donc, on va analyser pendant un petit instant ces projets-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me couper si vous ne comprenez pas ou si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de détails sur cette partie-là. Là, c'est le full glitch. Donc, on va commencer par le script Python. D'accord? On voit tout le... On voit bien, ouais, on voit bien. Tout le monde fait du Python? Oui, Ouais, c'est vrai? Qui fait pas de Python? je vais pas. Bon, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Pour le Python, en fait, tout simplement, on va utiliser les librairies existantes. On va ouvrir un port série parce que notre carte FPGA propose un port série. Donc, on va se connecter sur ce port série-là, ici, et on va faire un certain nombre de choses. On va analyser un peu ce qui se fait. On va faire un reset du FPGA. On va tenter d'unlocker avec des données et ensuite, on va essayer de générer le fichier. Le reset FPGA, ouais. Le reset FPGA, c'est quoi? On écrit une commande qui s'appelle CMD sur le port série, on appelle CMD FPGA reset. C'est quoi CMD FPGA reset 00FF? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, dans notre projet FPGA, on a codé un système de state machine qui nous permet d'envoyer des commandes et de faire ce qu'on veut depuis le FPGA vers la board finale, qui va être branchée avec des fils, etc. de l'autre côté. Donc, on avait l'UART, maintenant on a d'autres choses. On a un CMD, on a un pattern, on a un délai, on a un trigger, on a une pulsation, on a un resetteur. Moi, je pense qu'on peut aller directement dans les CMD. On a codé un module qui s'appelle CMD, qui contient des state machines, qui va recevoir des commandes depuis notre Python, qui est ici. Tac, reset FPGA, qui envoie la commande reset, qui va analyser les commandes qui sont envoyées. Donc, on a dit, on envoie 00, c'était quoi encore? FF, non? C'est ça? Et donc, quand on envoie 00FF, qu'est-ce qui se passe? On met reset à 1. Ça veut dire qu'en fait, on va mettre 1 sur un fil, le 1, c'est-à-dire on va faire un reset. Si on cherche ce reset-là quelque part, on voit qu'il y a un output reset ici. Je vais un peu vite, hein, mais si vous ne comprenez pas, vous me redemandez. Qu'il y a un output reset ici, donc on sait qu'il y a un reset là. On suit le fil, c'est comme un fil, on reset tout, et ça veut dire quoi? Qu'on reset la board, tout simplement. On a un resetteur, on va resetter la board. C'est-à-dire qu'on va resetter cette board-là. Loïc qui me posait la question justement, comment on fait? Il y a un fil qui va aller sur le port reset, le FPGA va automatiser cette partie-là. On reset la board tout d'abord. Là, vous avez vu le circuit depuis le code Python sur le FPGA qui va arriver directement sur la board et qui va resetter le FPGA et la board finale. Ensuite, on a unlock. Donc, on va tenter, avec des délais très précis, de
sortir le firmware, de hacker le firmware de la box. Ça veut dire quoi? On va mettre des délais from to. Donc, on est à 5464, 6200, c'est juste des délais. C'est une durée qu'on a calculée à peu près. En général, on commence de 0 à 10 000. Mais là, on a déjà un petit peu précisément trouvé le timing. Donc, on lui propose ça avec des largeurs de pulsation. Et on va afficher ce qu'on écrit. Et ensuite, on va envoyer les commandes qui nous permettent d'envoyer la largeur de la pulsation électromagnétique ou électrique. On va attendre ce délai et on va faire la commande reset. Et ensuite, on va essayer d'exécuter le synchronize, c'est-à-dire on va essayer de se synchroniser sur la borne finale et on lui dit donne-moi ton résultat, donne-moi ton firmware, etc. Et à partir de là, on sait si on a réussi à faire un device unlock ou pas. Le principe est simple. On a la commande. La commande reçoit le module commande reçoit toutes ces commandes-là. Il définit les délais, il génère les délais qu'il faut. Il va mettre en place une construction de données qui nous permettent en place les délais, la largeur de bande passante qu'on a envoyée, de la pulsation électromagnétique, qui va être envoyée, le nombre de pulsations. Et tout ça est renvoyé directement dans le module au-dessus, qui va prendre ces informations-là, qui va générer des espèces de fils avec des registres derrière, le nombre de pulsations, les délais. Et on a des modules à côté, en sachant qu'on utilise le UART RX et TX pour pouvoir envoyer ces données, de ce qu'on avait discuté tout à l'heure. Et ensuite, on va mettre en place des délais. Un délai, c'est tout bête, c'est un système de calcul qui va faire un compteur, qui va compter est-ce qu'on est arrivé au délai, non, donc on ne fait rien. Quand on est arrivé au délai, là on lance. Et le trigger qui va lancer la pulsation électrique dans le processeur pour le faire crasher le processeur et qui va attendre le bon moment pour être exécuté et qui va exécuter cette pulsation électromagnétique. Comment fonctionne la pulsation électromagnétique? On pourra voir ça après-midi si on a le temps, donc en fonction d'eux. On va prendre simplement un module, tout bête, c'est une alimentation fixe. On va lui mettre, 10 volts, 12 volts, peu importe. On va sortir à peu près 3-4 volts, c'est-à-dire à la puissance qui correspond à la borne finale, c'est-à-dire 3 volts, 3 ici. On va essayer de réduire au maximum pour aller à peu près à 2 volts, 2 volts 5. Au moins, on sait que ça fonctionne à peu près. Le processeur, il est vraiment sur le fil de fonctionnement. On va le mettre sur un multiplexeur. On a parlé de multiplexeur au début, qui nous permet de pouvoir diriger. Attends, je vais essayer de passer à ça. Le multiplexeur ici, qui nous permet de pouvoir prendre 2 entrées et faire une sortie. Ça, c'est un multiplexeur. C'est une sorte de processeur qui va prendre en entrée l'alimentation de 3 volts ou 2 volts et qui va prendre une autre alimentation. On va mettre ici 0. Et automatiquement, le FPGA qui va être branché sur ce processeur-là, sur ce petit multiplexeur-là, va lui envoyer 3 volts de base ou 2 volts 5. Et au moment où le timing, on est arrivé au bon timing, il va le renvoyer à 0, puis remettre à la normale. Le fait de mettre à 0 la cible, on ne va pas exécuter des instructions de protection. Par exemple, la console de jeu qui te dit « ce jeu-là est craqué, tu n'as pas le droit de jouer avec ça ». Tu lui envoies la pulsation électromagnétique au bon moment, il va dire « ah, c'est bon, c'est un jeu valide » et ça fonctionne. C'est le principe de base de bypass des protections des processeurs. Et donc, en assemblant tout ça, en automatisant tout ça grâce au FSM, grâce au script Python, on récupère le résultat du processeur, on essaie de récupérer un peu de ce qui se passe, ça va transiter par le FPGA. Et quand on voit qu'on a réussi à bypasser, on a fait sauter la protection de ce truc-là, on sait qu'il répond oui, c'est bon. Et là, on va récupérer les données, on récupère les firmware, on récupère tous les codes secrets du système. On a tout. À partir de là, on a un firmware. Ce firmware, on va le mettre dans Ghidra ou AIDA ou autre outil que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire du... Vous connaissez un peu ces outils-là? AIDA, Ghidra, Taïri, mais ils ne connaissent pas Ghidra, mais... Bon, il y a du travail, Ils connaissent un peu. Et donc, on va extraire ces firmware-là et on va essayer d'analyser ces firmware pour pouvoir trouver soit des failles, soit modifier le firmware, réinjecter dedans pour que ça fasse ce qu'on veut. Tout simplement, il y a plusieurs méthodologies là dans ce sens. Est-ce que vous avez compris un peu le principe? Je suis parti un peu vite, mais j'essaye je peux réexpliquer un peu moins vite ou autre. Mais est-ce que vous avez compris le principe de Python qui envoie les commandes dans le FPGA, qui lui-même va synchroniser par rapport à un cycle d'horloge vers la cible pour pouvoir récupérer les données?
Là, on parle de précision vraiment au niveau électronique. Donc, on ne parle pas de code de C ou code Python, etc. Là, on parle vraiment au niveau machine. Est-ce que vous avez compris un peu le principe ou pas? L'objectif, ce n'est pas de refaire ça, hein. On pourrait refaire ça, il faudrait 1 semaine ou 2 semaines pour vraiment former sur cette partie-là. Mais est-ce que vous avez compris le principe ou pas? Ouais? Vous avez faim? Ouais? Tout? Ok. On reprend toute cette partie, juste cette partie-là. Donc, on a le Python, le script Python qui était là, qui va se connecter sur le port série ici, qu'on a exposé sur la FPGA, qui va envoyer des commandes qu'on aura définies. On aura défini un certain nombre de commandes. Ces commandes vont être décodées par le module de commande du FPGA, qui est ici. Vous avez vu, ce n'est pas beaucoup de code, hein, c'est vraiment un système de base qui va vérifier avec des case scénarios, case, si c'est 0, si c'est 1, si c'est 2, si c'est 20, etc. Ben, je suis dans un état différent. Donc, on va créer un processeur qui va écouter à nos commandes et qui va prendre les valeurs qui lui sont données et qui va générer un certain nombre de résultats. Dans ce cas précis, il va utiliser ça pour resetter la board, pour mettre un compteur qui va nous dire attends 30 secondes, attends une microseconde, attends 1 seconde, attends 10 nanosecondes. Et là, tu triggers, tu l'envoies la pulsation électromagnétique via le V-out, via le multiplexeur ici, et qui va envoyer vers la cible soit le voltage qu'il faut à 0, soit la pulsation électromagnétique. On peut imaginer que ce n'est pas du voltage, ça peut être aussi un envoi d'un laser, hein. On peut envoyer un laser, on peut envoyer une pulsation électromagnétique avec un système de radio. On peut faire ce qu'on veut, en fait. La cible, ça peut être un satellite. On peut directement, on sait que le satellite passe à tel moment, on arrive à calculer sa position et on arrive à envoyer un faisceau. Enfin, le satellite n'envoie pas, on n'envoie pas, on va recevoir le faisceau à ce moment précis. On va décoder. Il y en a des satellites qui ont des récepteurs. On va pouvoir émettre si on a le matériel qu'il faut, émettre à ce moment précis. Starlink, par exemple, émission-réception. On peut faire bugger un satellite Starlink et essayer de prendre le contrôle du satellite. Je plaisante pas, je parle de choses que j'ai déjà vues. On parle de choses qui utilisent simplement une carte FPGA de ce type, hein. Donc, mais ça dépend du matériel que vous avez derrière, tout simplement, mais aussi de la précision de la cible. Ouais, Starlink, ouais. Débugger, pour débugger du hardware, oui, c'est bon. Pour débugger du hardware ou tester des choses simples, il faut un FPGA. Et c'est quoi le coût et c'est quoi le type de matériel qu'il faudrait déjà pour commencer? Alors, FPGA, ça coûte environ 150 et 300 $, la carte FPGA. Les cibles comme ça coûte 4 $, 5 $ pour tester un petit peu. Même 10 $, ça dépend d'eux. Moi, je vous conseille de prendre des cibles qui existent déjà sur le marché. Un truc tout bête, il y a un gars qui avait fait une documentation qui expliquait comment hacker le AirTag de Apple. On l'ouvre, on soude les fils, on hack le AirTag avec un simple Raspberry Pi. Le test ou ça y est, dès que j'arrête FPGA avec ma board pour le tester, je peux y aller avec, je sais pas, ma Play 5 par exemple. Non, je te conseille vraiment partir sur des choses existantes, des projets existants. Essaye de comprendre déjà les principes de FSM, essaye de comprendre les principes des portes logiques, des systèmes de clock, parce que c'est un monde très complexe. Quand vous voyez du code ici, là, c'est pas comme du code C où vous exécutez le code, ça exécute de façon séquentielle les codes. On est sur des cycles d'horloge. Chaque bloc d'instruction est exécuté sur le cycle d'horloge suivant. Quand on exécute ça, par exemple, state inférieur ou égal à state pulse, c'est pas une exécution d'une instruction, c'est ce qui va se passer au prochain cycle d'horloge. Il faut réfléchir complètement différemment de ce que vous avez appris. Mais c'est complètement... ça peut faire bugger au début. On se dit, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et en fait, tout simplement parce que c'est vraiment un cycle d'horloge. Je vais vous montrer peut-être visuellement ce que ça peut donner. Il y a des simulateurs dans le système. Apprenez à utiliser le simulateur. Vous allez voir visuellement ce que ça peut vouloir dire. Ouais. OK. En gros, ça c'est un simulateur de ces modules-là qui vous permet de voir
Là, normalement, si vous travaillez sur du FPGA ou autre, vous devriez pouvoir comprendre ça visuellement, comme du code. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est la théorie du signal. Je parle j'ai essayé de simplifier au maximum pour que vous compreniez, mais là, on parle de la théorie du signal, voire même c'est plus de la pratique du signal. On doit pouvoir lire les bits qui correspondent. Là, par exemple, là, si je prends cette partie-là et cette partie-là, je sais exactement ce qui se passe. Je sais que, par exemple, sur cette partie-là, il y a un nombre de bits qui sont envoyés à 0 ou à 1 qui vont former des données du type 05, AA, 5500 FF. Et à partir de là, je sais qu'il y a des pulsations électromagnétiques avec des délais qui vont se mettre en place. Je sais que le RX est valide ici. Il a envoyé un glitch enable quelque part et parce qu'il a reçu cette commande-là précisément. Et donc, ce signal-là, tu vas l'avoir sur l'analyseur logique. Vous allez l'avoir sur sur votre oscilloscope, qui va être un peu différent. Mais il faut essayer de comprendre cette partie-là. On est vraiment sur la théorie du signal. Je récapitule. Le matériel minimum, si je veux essayer de Ouais, excuse-moi, ouais. FPGA, un analyseur logique, un PC bien sûr, et quelques Oscilloscope, pardon, quoi? Oscilloscope, multimètre, une petite alimentation de laboratoire ou un truc tout bête comme ça. Petit microscope pour pouvoir analyser, faire même un téléphone sinon, hein, mais c'est plus chiant. Là, le microscope, on peut directement le poser, on peut faire les photos et ramener. Et ensuite, beaucoup de patience. Et un petit fer à souder. Il y a des petits. J'avais ramené pour vous montrer un petit peu, mais il y a des fers à souder tout bêtes comme ça. On l'amène partout comme un stylo. On peut directement l'utiliser pour faire ça. Et après, surtout, beaucoup des breadboards. Des breadboards et des fils, tout ça. Ça peut être intéressant pour pouvoir... Enfin, c'est important pour pouvoir brancher. Après, des petites résistances, des petits kits pas chers, et voilà. Mais commencer par des cibles simples. Ensuite, comprendre les principes des FSM, des systèmes de signaux, la théorie du signal, la pratique du signal, comprendre comment des bits peuvent former des octets avec des comportements spécifiques pour pouvoir ensuite analyser le protocole de la cible, lire la documentation de la cible. Un truc comme ça, sans formateur, en se formant tout seul, j'estime en moyenne qu'il faut entre 6 mois et 1 an. Voilà. Avec un formateur, on peut essayer de former des étudiants en 1 semaine. Il y en a qui vont comprendre, d'autres qui vont dire mais c'est trop complexe ou même ça dégoûte. Mais le résultat est là. Le résultat est intéressant. On peut hacker à la fin. On peut hacker des... je vais passer directement à... On peut hacker par exemple des IoT. Vous avez des exemples de IoT par exemple, des cibles qui sont intéressants à part la PS5 et les trucs comme ça? Hein? Ouais. Après. Pardon? Par exemple? Les ESP, ouais. Après, si les ESP sont pas protégés, ça peut être intéressant de voir les signaux. Mais par exemple, des systèmes protégés, par exemple, qu'il y a aujourd'hui. Téléphone mobile, oui. Ça, c'est différent. Là, on parle de la technologie sans fil. Ça reste le même principe. On utilise des FPGA, mais la cible ne sont pas des multiplexeurs, mais ça va être des modules connus qui s'appellent ADALM plutôt, du matériel. Ça peut faire l'objet d'une autre présentation, parce que j'en ai fait pas mal aussi. Mais on utilise des VNA pour pouvoir analyser les fréquences, basse fréquence, haute fréquence, les fréquences, répéter les fréquences, utiliser GNU Radio pour pouvoir recréer les systèmes de fréquences et automatiser tout ça. Oui, alors une carte bancaire, le truc c'est que ça va être limité en termes de quantité d'informations. Toute l'information se trouve au niveau serveur. Donc, mais par exemple, votre passe campus, ça peut être intéressant de... Non, j'ai rien dit, hein. Bon, il n'y a pas de prof là, donc c'est bon. C'est bien d'essayer de comprendre le protocole des puces. Ça peut être votre téléphone, comme je disais. Ça peut être de la recherche. On fait de la recherche, par exemple, il y a des sociétés en métropole, voire même un petit peu partout, qui sont spécialisées dans l'analyse des processeurs comme ça. Vous avez des petits processeurs comme ça, qui sont fabriqués par Microchip ou autre, qui proposent du boulot. On parle de boulot à... Je vous donne des exemples de salaires. Là, ça intéresse tout le monde, les salaires. Je vous donne des exemples de salaires mensuels. C'est des gens que j'ai rencontrés, par exemple, à Amsterdam dernièrement. Il y avait le Hardware I/O.
c'est des personnes qui viennent de tout pays, les États-Unis, Canada, Israël, Afrique du Sud, Singapour. C'est des personnes qui sont payées près de 75 000 dollars par mois pour faire de la recherche de ce que je vous explique là. Donc, je ne parle pas de petites choses. Par mois, c'est les salaires moyens, hein. Il y en a qui sont dans la recherche de side channel attack. On parle aussi, c'est ce qui se vend le plus actuellement comme service. Les side channel attack, c'est 25, 30, 40 cas par mois. On parle de personnes, des sociétés comme Amazon, Google, etc., qui embauchent. Et là, il y en a un qui a fermé son laptop, là, dit c'est bon, j'arrête les CTF, je vais me mettre à ça. Mais on parle vraiment d'un niveau de salaire qui est différent des pentests qu'on a habituellement, qu'on fait. Quand vous faites des pentests avec Zap, avec les outils qu'on connaît, DNSX, etc., vous utilisez les outils qui sont proposés par les personnes qui ont développé ça. Mais là, on parle de créer vos propres outils qui sont au niveau matériel. Ça se fait pas. Je pense qu'il n'y a personne qui a fait ça ici. Mais il y a des sociétés qui cherchent ce genre de prestations-là. Moi, je connais quelqu'un en France à Cannes, qui a ouvert sa société, qui travaillait avant pour Canal+ en tant que prestataire, qui analysait les cartes satellites là, pour regarder la télévision, mais qui est parti plus loin. Aujourd'hui, ils ont des systèmes de scanners à électrons qui vont analyser les processeurs, qui vont faire des découpes au niveau électron pour pouvoir faire des scanners d'images, pour les sociétés. Et une prestation comme ça coûte entre 150 et 200 000. C'est une demi-journée de travail. Et donc, là, on parle d'un domaine différent complètement. Et après, une fois que l'extraction se fait, l'extraction a été faite, les firmware, c'est un autre travail. On peut donner ça à quelqu'un d'autre, on peut le faire soi-même avec Ghidra, analyser. Après, il y a d'autres méthodologies non intrusives. J'en parle juste parce que c'était pour terminer. On peut directement utiliser des gadgets. Vous connaissez les gadgets ou pas? Les gadgets, les Robchain? Non? Bah, ça fera peut-être l'objet d'une autre présentation. C'est ce que je voulais présenter à la base. On peut utiliser des Robchain pour pouvoir extraire des données dans les processeurs ARM, faire un crash des processeurs pour pouvoir extraire Dans les CTF, il y a beaucoup ça. Pardon? Presque. Mais là, c'est vraiment du Robchain. On va utiliser des instructions assembleurs pour pouvoir faire un crash, pour exécuter des instructions existantes et ramener un résultat de ce qu'on veut. Une question, c'est pour un ami. Est-ce qu'on peut, par exemple, si on a une clé, si on peut, avec ce genre de choses, faire compromettre des ledgers? Oui. Alors, les ledgers, j'avais rencontré des gens de Ledger, justement la société, qui étaient là à Ohio. Et ils ont été obligés de remettre une nouvelle gamme en place parce que les anciens ledgers se sont fait voltage glitché exactement comme ça, avec exactement cette carte. Donc là, il y avait les bitcoins, les petits bitcoins qui étaient dedans, qui se faisaient récupérer sans fil, tout simplement parce qu'ils connaissaient la faille dans le processeur pour bypasser le pin code, tout simplement. Merci. J'en prie. Donc c'est là on parle de Ledger, c'est une bonne cible, la Ledger. Et après, ça peut aller plus loin. Mais vraiment, aujourd'hui, un bon exemple, c'est le Flipper 0. Vous connaissez le Flipper 0? Ouais. Ben, le Flipper 0, c'est un processeur FPGA comme ça. Là, c'est une carte de démo, mais la personne qui a développé le Flipper 0 a mis en place des FSM de toutes sortes, de ce que vous avez vu des FSM là. Ils ont mis en place les FSM à l'intérieur qui vont pouvoir comprendre quasiment tous les protocoles qui existent. Et donc, on peut se mettre à jour. Donc, on a des FSM pour chaque type de projet, de processus, de protocole, qui sont tous dans un processeur FPGA, qui sont dans un petit truc, dans un Flipper 0, et qui contient des connecteurs sans fil pour pouvoir analyser les sans fil et tout. On peut utiliser ça. Ben, lui, il s'est spécialisé dans le sans fil. Mais il y en a d'autres qui ont aussi des ports directement dessus qui permettent d'analyser d'autres choses. Le Chip Whisperer, qui est un autre qui a été développé par un Canadien, qui est pas mal aussi, FPGA. Tout est FPGA. En grande partie. Avant, les mineurs de Bitcoin, les analyseurs de Bitcoin, les systèmes de minage utilisaient des FPGA pour ensuite créer des ASIC. Mais les ASIC, c'est juste des FPGA qui sont fixés. Voilà. Vous avez des questions? Alors, j'ai terminé. On a parlé des différents types de protection, les accessoires. On est un peu parti dans le désordre, mais on est resté dans le timing. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou J'ai pas eu le temps de faire des CTF hashtag, je sais pas quoi, donc si vous essayez de fouiller ça, il n'y en avait pas.
J'ai fini la présentation 5 minutes avant. Comme un bon étudiant que je suis. Alors, vous avez des questions? D'autres questions? On a quand même pas mal échangé. Non? Merci beaucoup. Si vous avez des questions personnelles, des questions sur ces points-là, vous pouvez me voir. On va essayer, si j'ai le temps cet après-midi, on va essayer de faire une petite démo pour voir un petit peu. On va trouver une petite salle ou un petit coin pour essayer de faire ça. Et puis voilà. D'accord? Merci.